En des temps anciens, quand le monde était encore jeune, vivait un roi dont le plus grand trésor était sa fille unique, la princesse Grania. Elle était si belle que les poètes la comparaient à l'aurore, et si intelligente que les plus sages conseillers écoutaient ses paroles. Le roi était immensément fier de sa fille et décida que seul celui qui prouverait être capable de l'impossible pourrait devenir son mari. Et ainsi, il publia un décret que les messagers répandirent dans le monde entier. Celui qui ferait jaillir sur la place du palais une fontaine d'huile d'olive pure recevrait la main de la princesse et la moitié du royaume en plus. La nouvelle de la tâche inouïe et de la belle princesse fit le tour des terres proches et lointaines. Les prétendants commencèrent à affluer au palais, tous plus nobles et plus riches les uns que les autres. De puissants ducs ordonnaient à leurs serviteurs de creuser de profonds puits dans l'espoir d'atteindre les veines d'huile, mais seule de l'eau sortait de terre. Des princes de pays d'outre-mer amenaient des caravanes entières de citernes remplies à ras-bord d'huile dorée, mais personne ne savait comment la faire jaillir en fontaine. L'huile ne faisait que s'étaler sur les dalles de la place en une flaque terne. À chaque nouvel échec, l'impossibilité de la tâche devenait de plus en plus évidente, et le roi était de plus en plus convaincu que personne n'était digne de sa fille. Un jour, alors que tous avaient perdu espoir et que les prétendants étaient repartis, un énorme serpent rampa jusqu'aux portes du palais. Ses écailles, lisses et solides, scintillaient au soleil comme des milliers d'émeraudes sombres, et dans ses grands yeux fixes brûlait un feu ancien et sage. Les dames de la cour poussèrent des cris d'horreur, et la garde expérimentée, qui en avait vu d'autres, s'écarta avec crainte pour le laisser passer. Sans prêter attention à personne, le serpent rampa lentement, avec une dignité majestueuse, jusqu'au centre même de la place du palais et s'immobilisa, levant la tête comme pour évaluer son travail. Et alors il frappa 3 fois les dalles de pierre de sa puissante queue. La terre trembla, comme secouée par une secousse souterraine. Les pierres de la place se mirent à bouger, et soudain, dessous la dalle centrale, jaillit en sifflant un jet épais et doré. Il s'éleva haut dans le ciel, plus haut que les tours du palais, et se dispersa en myriades d'éclaboussures scintillantes au soleil. La fontaine d'huile d'olive pure jaillissait vers le ciel. Le miracle s'était accompli. La foule poussa un cri de stupeur, et le roi, qui se tenait sur le balcon, resta figé de saisissement. Il était pris à sa propre parole royale. Un lourd silence régnait dans la salle du trône. Le roi, voûté, était assis sur son trône et devant lui se tenait sa fille, la princesse Grania. Son visage était pâle comme la première neige, mais elle se tenait droite et digne. « Ma fille, » dit le roi d'une voix pleine de douleur, « je suis lié par ma parole. La parole d'un monarque est la loi sur laquelle repose tout le royaume. Je ne peux la rompre, même pour toi. » Il était anéanti et prêt à donner tous ses trésors pour annuler son propre décret. Mais la princesse s'approcha de lui, prit sa main et dit doucement « Père, je comprends tout. L'honneur du royaume et ta parole sont plus précieux que mon destin. J'épouserai celui qui a rempli ta condition. » C'était son premier acte chevaleresque, un sacrifice silencieux et discret d'elle-même pour l'honneur de son père et de son pays. La cérémonie de mariage fut silencieuse et sombre. Il n'y eut ni musique joyeuse, ni centaines d'invités, ni banquet somptueux. Seulement un vieux prêtre qui lisait les prières d'une voix tremblante de peur. La princesse Grania, dans une simple robe blanche, se tenait à côté du gigantesque serpent, qui gisait immobile près de l'autel. Quand le rituel fut terminé, le serpent tourna lentement la tête, et la princesse, sans verser une seule larme, le suivit. Il la conduisit dans les appartements les plus luxueux du palais qui leur avaient été attribués, et, s'enroulant sur le tapis de soie, il s'immobilisa. La nuit, Grania ne pouvait trouver le sommeil. Elle était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, regardant les étoiles,
et se préparait au pire. Soudain, elle entendit un léger bruissement. Elle se retourna et vit, à la lueur de la lune, le serpent commencer à se débarrasser lentement de sa peau écailleuse, comme d'un vieil habit inutile. Lorsque la dernière écaille tomba sur le sol, de l'enveloppe du serpent sortit un jeune homme grand et bien fait, beau comme l'aube. Il s'approcha d'elle et dit « N'aie pas peur, Grania. Je suis un prince, ensorcelé par une méchante sorcière. Cette malédiction m'oblige à porter l'apparence d'un monstre le jour, et ce n'est que la nuit que je redeviens humain. » Sa voix était calme, et dans son regard brillaient l'intelligence, la bonté et la noblesse. Ainsi commença leur étrange double vie. Le jour, Grania était l'épouse du serpent silencieux et effrayant. Elle s'occupait de lui, le protégeant des regards dégoûtés et effrayés des serviteurs, et lui parlait, bien qu'il ne répondît jamais. Mais chaque nuit, lorsque la lune se levait sur le château, il se dépouillait de sa peau, et elle passait du temps avec un mari aimant et tendre. Elle écoutait ses récits sur des pays lointains, ils lisaient des livres ensemble et jouaient aux échecs. Jour après jour, elle tombait de plus en plus amoureuse de lui, et le désir de briser au plus vite le mauvais sort et de le libérer pour toujours grandissait dans son cœur. La mère de Grania, la reine, ne tenait plus en place de chagrin. Chaque jour, elle venait dans les appartements de sa fille, pleurait et la suppliait de se débarrasser du monstre. Elle ne croyait pas au récit des transformations nocturnes, pensant que Grania avait perdu la raison à cause du chagrin et de la peur. « Mon enfant, murmurait-elle, ce n'est pas une vie. Il te tuera ou t'entraînera dans son repère de serpent. Reprends tes esprits avant qu'il ne soit trop tard. » Ces conversations pleines de larmes et de désespoir, telles des gouttes de poison, tombaient dans l'âme de la princesse, y semant les graines du doute et de l'impatience. Une nuit, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, le prince lui prit les mains et la regarda dans les yeux. « Ma bien-aimée, dit-il, je sais combien c'est difficile pour toi. Mais cette malédiction n'est pas éternelle. Elle se lèvera d'elle-même, mais seulement après 7 longues années. 7 ans de patience, et je resterai pour toujours tel que tu me vois maintenant. Je ne dois te supplier que d'une chose. Jure-moi que, quoi qu'il arrive, tu ne toucheras jamais à ma peau de serpent. Tenter d'accélérer les choses, de la brûler ou de la détruire, mènera à un terrible malheur, bien pire que celui-ci. » Grania, regardant ses yeux suppliants, le jura. Mais attendre 7 ans lui semblait insupportable. Elle voyait combien son mari souffrait, enfermé dans une prison d'écailles. Elle voyait la douleur dans ses yeux quand, le matin, il devait à nouveau enfiler sa peau de serpent. Et elle décida qu'elle devait le libérer immédiatement. Elle se persuadait qu'elle agissait correctement, que son amour était plus fort que n'importe quelle malédiction et capable de faire des miracles. Une nuit sans lune, alors que le prince, fatigué, dormait profondément, elle s'approcha sur la pointe des pieds de la cheminée, prit la peau de serpent qui gisait sur le tapis et, fermant les yeux, la jeta dans le feu. La peau s'embrasa d'une flamme vive, d'un vert artificiel. Le prince se réveilla instantanément d'une douleur terrible et sauta du lit. « Qu'as-tu fait » cria-t-il, et sa voix était pleine de désespoir. « Je te l'avais demandé. Tu m'as condamné à des tourments encore plus grands, et toi-même à un chemin long et sans espoir. » Son corps se mit à scintiller et à devenir transparent. Il tendit la main vers elle, mais elle traversa l'air. Dans le silence qui s'ensuivit, on n'entendit que son dernier murmure, s'évanouissant dans l'air. « Maintenant, cherche-moi là où seul le vent peut aller. » Et il disparut. Grania resta seule au milieu de la pièce. L'odeur de brûlé de la peau consumée se mêlait à l'odeur de son espoir brisé. Pendant quelques instants, elle resta immobile, abasourdie par le chagrin et la prise de conscience de sa terrible erreur. Le désespoir la submergea comme une vague glaciale. Mais ensuite, à travers ses larmes,
son esprit chevaleresque se réveilla. Elle n'allait pas pleurer et attendre. Elle réparerait tout elle-même. Elle trouverait son mari, quoi qu'il lui en coûte. Elle expierait sa faute, traverserait n'importe quelle épreuve, mais elle le ramènerait. La décision était prise. Le lendemain matin, à l'aube à peine levée, elle ne se rendit pas dans ses appartements, mais dans la partie la plus reculée du château, où se trouvait la forge royale. Elle réveilla le forgeron endormi et lui donna un ordre qui lui fit lâcher son marteau. « Forge-moi 7 paires de souliers de fer, » dit-elle fermement. « Solides, pour qu'ils supportent une longue route. » Le forgeron, surpris par l'étrange ordre de la princesse, n'osa pas désobéir. Il actionna les soufflets, et bientôt le son du marteau sur l'enclume résonna dans la forge. Le soir, 7 paires de souliers lourds, froids et inconfortables, symbole muet de son long chemin et de sa pénitence, se trouvaient à ses pieds. Cette même nuit, elle se prépara à partir. Elle retira ses robes de soie et enfila les vêtements simples et rudes d'une voyageuse. Sur la table de ses appartements, elle laissa une lettre d'adieu à ses parents, dans laquelle elle racontait toute la vérité sur le prince ensorcelé et son erreur fatale, et leur demandait de ne pas la chercher. N'emportant qu'un petit baluchon avec du pain et de l'eau, elle quitta secrètement le palais endormie. Personne ne la vit. Seul un vieux hibou sur la tour la suivit silencieusement du regard. Aux portes du château, elle s'arrêta et chaussa la première paire de souliers de fer. Le métal froid lui brûla les pieds. Elle fit un premier pas et la douleur lui transperça la plante des pieds. Chaque pas suivant était un rappel de son impatience et de son serment rompu. Mais elle ne s'arrêta pas. Redressant le dos et regardant droit devant elle, vers la route sombre qui s'enfonçait dans l'inconnu, elle avança. Son chemin de rédemption avait commencé. Elle marcha vers le sud, guidée seulement par un vague espoir. Elle traversa des steppes brûlées par le soleil, où l'air tremblait de chaleur, et marcha à travers des déserts sans vie, où le sable brûlait ses pieds même à travers le fer. Jour après jour, semaine après semaine. Lorsque la première paire de souliers de fer fut complètement usée et réduite en poussière, elle aperçut à l'horizon l'entrée sombre d'une grotte. C'était la demeure de la mère du vent du Sud, Sirocco. Rassemblant ses dernières forces, elle atteignit la grotte et y entra. La mère du vent du Sud s'avéra être une vieille femme ancienne et basanée, aux yeux pleins de la sagesse des siècles. Elle était assise à l'entrée de la grotte et filait un fil d'air chaud. Grania s'inclina devant elle et lui raconta son histoire. « Je vole au-dessus des terres chaudes, mon enfant, » répondit Sirocco, « mais je n'ai pas vu ton mari. Cependant, ton cœur est plein de détermination, et je vais t'aider. » Elle offrit à la princesse une petite noix d'or et dit « Va voir ma sœur cadette, la mère du vent d'ouest. Peut-être en sait-elle plus. » Grania remercia la vieille femme, chaussa la 2e paire de souliers de fer et partit vers l'ouest. Son chemin l'amena à travers des rivières tumultueuses et profondes qu'il fallait traverser à gué, et par-dessus de hautes montagnes, sur les sommets desquelles soufflaient constamment des vents furieux. Le vent malmenait ses vêtements et essayait de la faire tomber, mais elle avançait obstinément. Lorsque 2 autres paires de souliers de fer furent réduites en lambeaux, elle aperçut au sommet d'une des falaises une maison solitaire. C'était la demeure de la mère du vent d'ouest, Libeccio, la 2e mère du vent. Une femme aux cheveux couleur de nuages d'orage écouta son histoire et secoua la tête. « Mes vents survolent les mers et les plaines, mais eux non plus n'ont pas vu ton prince, » dit-elle. « Ton fardeau est lourd, mais tu le portes avec honneur. » Elle tendit à Grania une minuscule amande de diamants et ajouta « Il te reste un dernier espoir, notre sœur aînée, qui vit tout au nord. Va la voir. Ses vents volent plus haut et plus loin que tous les autres. » Chaussant la 5e paire de souliers, Grania se dirigea vers le nord. Désormais, son chemin la menait à travers des forêts denses et enneigées, où les branches des arbres se rejoignaient au-dessus de sa tête
ne laissant pas passer la lumière du soleil, et à travers d'infinis déserts de glace où il n'y avait rien d'autre que la neige blanche et le ciel bleu. Les souliers de fer se fissuraient et se brisaient sous le gel intense. Elle usa la 5e paire, puis la 6e. Le froid la pénétrait jusqu'aux os, mais elle avançait obstinément, se réchauffant seulement à la pensée de son bien-aimé. Finalement, alors que sa 7e et dernière paire de souliers était sur le point de se désintégrer, elle aperçut au loin un palais de glace étincelant. Il chatoyait au soleil de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et c'était la demeure de la mère du vent du Nord, Tramontane. La sœur aînée, majestueuse et sévère, avec des yeux couleur de glace polaire, écouta Grania. « Oui, dit-elle, et sa voix résonna comme le crissement de la neige. « Mon vent le plus rapide l'a vu. Ton prince est prisonnier d'une puissante sorcière qui vit dans un château inaccessible derrière la montagne de verre. C'est elle qui lui a jeté une malédiction, et maintenant que ses sortilèges ont été brisés par ton acte, elle lui a fait boire une potion d'oubli et s'apprête à l'épouser. » En entendant cela, Grania tomba à genoux, mais la mère du vent du Nord la releva. « Ton chemin a été long, et tu es presque au but. Je ne peux pas me mêler des affaires de la sorcière, mais je vais t'aider à l'atteindre. » Elle offrit à la princesse une noisette magique et dit « Dans chacun de mes dons se cache une aide. Utilise-les avec sagesse. » Puis elle sortit de son palais et poussa un sifflement perçant. De toutes parts, des tourbillons de glace affluèrent, s'entrelaçant en une seule rafale puissante. « Assieds-toi, » ordonna Tramontane. « Mon vent t'y portera. » Grania ferma les yeux, et le vent puissant la souleva comme un duvet et l'emporta par-dessus le monde. Elle volait plus vite qu'un oiseau, et sous elle défilaient les terres qu'elle avait mis des mois à traverser à pied, les forêts enneigées, les hautes montagnes, les rivières tumultueuses. Finalement, le vol ralentit, et le vent la déposa doucement sur le sol au pied de l'immense, lisse et inaccessible montagne de verre. Au moment où ses pieds touchèrent la terre, la dernière, la 7e paire de ses souliers de fer, s'effrita en poussière avec un léger tintement. Le chemin de la rédemption était achevé. La bataille commençait. Grania se tenait devant la montagne de verre. Elle s'élevait jusqu'au ciel, et ses pentes étaient aussi lisses et glissantes que de la glace. Pas le moindre rebord, pas la moindre fissure à laquelle s'agripper. Il semblait impossible de l'escalader. Un instant, le désespoir l'envahit. Avoir parcouru un si long chemin pour s'arrêter si près du but. Mais elle chassa aussitôt cette faiblesse. Elle n'abandonnerait pas. Elle se souvint des dons des mères des vents. Sortant la noix d'or de son baluchon, elle la frappa contre une pierre. La coque se brisa, et il en tomba une minuscule échelle de corde, habilement fabriquée. À peine eut-elle touché le sol que l'échelle commença à grandir, s'étirant vers le haut, jusqu'à ce que ses crochets à l'extrémité s'accrochent tout au bord du sommet. N'en croyant pas ses yeux, Grania commença à monter. L'ascension fut longue et difficile, mais elle arriva enfin en haut. Devant elle se dressait le sombre château noir de la sorcière. Grania retira ses vêtements usés, se changea en haillons qu'elle avait trouvés au pied de la montagne, et sous l'apparence d'une mendiante, s'infiltra dans les cuisines du château. Là, au milieu de l'agitation et du fracas de la vaisselle, elle le vit. Son mari, son prince, se tenait près de la fenêtre. Il était aussi beau que lors de leurs heures nocturnes, mais ses yeux étaient vides et froids. Il regardait, mais ne voyait pas. La sorcière lui avait fait boire une potion d'oubli. Il ne se souvenait ni d'elle, ni de sa vie passée. Grania apprit par les serviteurs qu'il considérait la sorcière comme sa sauveuse, qu'il l'aurait prétendument libérée de la malédiction du serpent et que leur mariage aurait lieu le lendemain. Le cœur de Grania se brisa de douleur et de pitié. Elle voulait se jeter sur lui, l'embrasser, crier pour qu'il se souvienne. Mais elle comprenait que les larmes et les supplications n'y changeraient rien.
Contre la magie noire, il fallait agir avec ruse. Elle se mit à servir dans les cuisines, silencieuse et discrète comme une ombre, observant et écoutant tout. Elle apprit bientôt que selon la tradition, juste avant le mariage, on devait présenter au marié une coupe de vin spéciale et rituelle. C'était sa seule chance. La nuit, quand tout le château fut endormi, Grania se glissa dans la profonde cave à vin. Ses voûtes étaient couvertes de toiles d'araignée, et dans les niches se trouvaient des centaines de bouteilles et de tonneaux poussiéreux. Elle trouva la coupe d'argent qui avait été préparée pour le prince. Alors, elle sortit le deuxième don, l'amande de diamant, et la cassa. De la coquille s'envola un minuscule papillon, presque invisible. Grania lui chuchota sa requête à l'oreille, et le papillon, s'envolant, mélangea discrètement au vin un somnifère que la princesse avait eu le temps de préparer avec des herbes trouvées dans la cour du château. Le lendemain, le festin de noces commença. La salle était décorée de soie noire et de fleurs fanées. La sorcière, dans une somptueuse tenue sombre, était assise sur le trône à côté du prince sans volonté. Au plus fort du festin, elle prit la coupe d'argent et avec un sourire triomphant la tendit au marié. Il prit docilement la coupe et but le vin jusqu'à la dernière goutte. Et aussitôt, sa tête tomba sur sa poitrine et il plongea dans un sommeil profond et sans réveil. La sorcière, furieuse, se leva d'un bond, mais ne put rien faire devant des centaines d'invités. Elle dut annoncer que le marié était simplement fatigué par l'émotion. Au cœur de la nuit, quand tout le monde dormait dans le château, Grania se faufila dans les appartements où dormait son mari. Il était allongé sur un immense lit, beau et serein. Elle s'assit à côté de lui et sortit son dernier don, la noisette magique. En la cassant, elle trouva à l'intérieur une minuscule et délicate flûte en pierre de lune. Elle porta la flûte à ses lèvres et commença à jouer. Ce n'était pas une simple mélodie. Elle jouait cette même chanson douce et tendre que le prince lui fredonnait souvent lors de leur première nuit, quand ils étaient heureux ensemble. Cette mélodie était la clé de son cœur, de sa mémoire verrouillée. Les sons de la flûte, tels des gouttes d'eau vive, pénétraient à travers le brouillard de l'oubli ensorcelé. Dans son sommeil, le prince commença à froncer les sourcils avec agitation. Son visage se tordit dans une grimace de douleur. Dans sa conscience, deux forces s'affrontaient, les sombres sortilèges de la sorcière et les souvenirs lumineux réveillés par la musique. Finalement, il prit une profonde inspiration et ouvrit les yeux. Le brouillard s'était dissipé. Dans son regard éclatèrent la reconnaissance, l'étonnement et un amour infini. « Grania », murmura-t-il en tendant la main vers elle. « Tu m'as trouvé. » À ce moment précis, la porte des appartements s'ouvrit avec fracas, et la sorcière apparut sur le seuil. Voyant que ses sortilèges étaient rompus, elle entra dans une fureur indescriptible. Son visage se tordit de méchanceté, et ses yeux s'embrasèrent d'un feu vert. « C'est donc toi, sale petite peste !» siffla-t-elle. « Tu vas me le payer !» Elle leva la main pour les réduire en cendres tous les deux avec son plus terrible sortilège. Mais le prince, dont la mémoire et la volonté lui étaient entièrement revenues, sauta du lit et protégea Grania de son corps. Leur amour, qui avait traversé la séparation, de dures épreuves et la rédemption, créa autour d'eux un bouclier invisible mais indestructible. Le sombre sortilège de la sorcière frappa ce bouclier, fut réfléchi et retourna à son envoyeur. Avec un cri perçant, la sorcière s'enflamma et, en un instant, se désintégra en une poignée de poussière noire. Dès que la sorcière disparut, son sombre château commença à s'effondrer. Des pierres tombèrent du plafond, les murs se fissurèrent. Le prince attrapa Grania par la main et ils s'enfuirent du château en ruine. Au pied de la montagne de verre, qui fondait maintenant comme la glace au printemps, deux magnifiques chevaux blancs les attendaient. Ils sautèrent en selle et galopèrent vers leur foyer. Grania ne revenait pas simplement en tant que princesse.
Elle revenait en tant que reine, qui avait parcouru son long chemin chevaleresque, expié son erreur, et par la force de sa fidélité et de son amour infini, conquit son propre bonheur. Le soleil était au zénith, inondant le village d'une lumière chaude. Des champs parvenaient les voix des paysans, et dans la rue poussiéreuse, les enfants jouaient à chat, soulevant un joyeux tumulte. Un homme était assis sur le banc d'une vieille isba penchée. On l'appelait le sans-jambes. Ses épaules étaient larges comme celles d'un ours, et ses mains, posées sur ses genoux, auraient pu, semblait-il, tordre un fer à cheval. Mais toute cette puissance était clouée au sol. Dans ses yeux, qui suivaient la course des enfants, clapotait une sourde angoisse. À côté de lui, sur le banc, se trouvait une chope en bois remplie d'eau. Il tendit le bras pour la prendre, mais calcula mal son mouvement. La chope se renversa et roula sur le sol. Serrant les poings de dépit, le sans-jambes se poussa avec effort du mur pour la ramasser. Il n'était pas faible, non. Il était prisonnier sur un lopin de terre, long d'un pas. À l'autre bout du même village, un autre homme arpentait la cour d'un pas rapide et léger. On l'appelait le sans-bras. Ses jambes le portaient si agilement que même un jeune poulain n'aurait pu le rattraper. Mais cette vitesse ne lui était guère utile. Il s'arrêta près d'une clôture chancelante qui menaçait de s'effondrer à tout moment. Il voyait où la planche était pourrie, savait quel clou il fallait et comment l'enfoncer pour que la barrière tienne encore une dizaine d'années. Mais les mains qui auraient pu accomplir ce simple travail, il ne les avait pas. Il ne put que regarder avec impuissance ses manches vides, fit demi-tour et continua son chemin. Dans sa tête fourmillaient des centaines de tâches qu'il aurait pu accomplir, mais son corps n'était que la moitié d'un homme, agile mais inutile. Un jour, la chaleur du midi apporta le malheur. De la rivière parvint un cri désespéré, une femme appelait à l'aide. Le sans-jambes, assis à sa place habituelle, releva la tête. Son cœur se serra d'angoisse, ses muscles se tendirent, prêts à l'action, mais il ne pouvait que regarder impuissant en direction de la rivière, incapable de bouger. Au même instant, le sans-bras, qui se trouvait au bord de l'eau, vit un petit garçon trébucher et tomber dans la rivière. Il se précipita vers la rive, mais tout ce qu'il pouvait faire était de regarder l'enfant se débattre dans l'eau. Il ne pouvait pas tendre la main, ne pouvait pas l'agripper par la chemise. Heureusement, des paysans accoururent et sortirent le garçon de l'eau, mais ce jour-là, le sans-jambes et le sans-bras comprirent une chose. Ils ne pouvaient plus continuer à vivre ainsi. Leur moitié de vie était pire que la mort. Quelques jours plus tard, une crière publique passa dans le village, annonçant une grande foire dans le village voisin. La joie et les rires étaient la dernière chose que désiraient les âmes des deux estropiés, mais tous deux, sans se concerter, décidèrent de s'y rendre. Non pas pour la fête, mais simplement pour changer d'air, s'échapper de la prison de leur tristesse habituelle et se sentir un instant parmi les gens. Le chemin devint pour chacun d'eux un véritable voyage. Le sans-jambes, s'appuyant sur ses mains, se déplaçait lentement et lourdement sur la route poussiéreuse, laissant un sillon derrière lui. Le sans-bras, lui, marchait vite, mais chaque pas résonnait dans son cœur comme un vide, car il marchait vers nulle part, sans but et sans rien à faire. La place de la foire bourdonnait comme une ruche dérangée. Les marchands criaient, les jeunes filles riaient, les saltimbanques jouaient. Dans cette foule bigarrée, parmi des centaines de personnes allant et venant, deux solitudes se retrouvèrent par hasard côte à côte. Le sans-bras s'assit pour se reposer près d'une charrette, et le sans-jambes s'arrêta non loin, examinant des cuillères sculptées. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, un miracle se produisit. Dans les yeux l'un de l'autre, ils ne virent pour la première fois ni pitié, ni moquerie, ni curiosité. Ils virent le reflet exact de leur propre malheur,
et de leur propre force inutilisée. Pour la première fois depuis de longues années, on ne les regardait pas comme des infirmes, mais comme des égaux, car seuls eux pouvaient se comprendre véritablement. Ils s'écartèrent de la foule bruyante, derrière les étals vides où personne ne pouvait les voir. Ils restèrent longtemps silencieux, puis le sans-jambes, regardant la route qui filait vers l'horizon, dit d'une voix sourde : « Si j'avais tes jambes, j'irais jusqu'au bout du monde. Je verrais où le soleil passait la nuit. » Le sans-bras regarda ses jambes rapides, puis les bras puissants de son interlocuteur et répondit : « Et si j'avais tes bras, je n'irais pas si loin. Je construirais ici, sur ce terrain vague, une ville telle que le tsar lui-même viendrait l'admirer. » Ils se turent de nouveau, mais dans ce silence, dans la collision de deux désirs irréalisables, naquit une idée géniale dans sa simplicité. « Attends !» dit soudain le sans-bras, et ses yeux s'illuminèrent. « Et si ? Alors, devenons un seul homme. » Ils essayèrent de s'unir sur le champ, derrière les hangars poussiéreux. La première tentative fut maladroite et gauche. Le sans-jambes essaya de grimper sur les larges épaules du sans-bras, mais celui-ci perdit l'équilibre, et ils tombèrent tous les deux dans la poussière de la route. Ce n'était pas de la magie, mais un travail dur et méticuleux. En se relevant, ils se regardèrent, sales, ridicules, et éclatèrent de rire. Forts, de tout leur cœur, comme ils n'avaient pas ri depuis de nombreuses années. C'était leur premier rire commun, qui scella leur union plus solidement que n'importe quel contrat. Il lava l'amertume des échecs passés et leur donna de l'espoir. La deuxième tentative fut plus réussie. Le sans-bras prit solidement appui sur le sol, et le sans-jambes, d'un bond, s'assit adroitement sur ses épaules. Un instant, ils s'immobilisèrent, s'habituant à leur nouvel état. Le sans-bras sentit au-dessus de lui apparaître des bras puissants, prêts à protéger, à agir, à créer. Il n'était plus impuissant. Le sans-jambes, quant à lui, trouva sous lui un soutien ferme et fiable. Il se redressa de toute sa nouvelle taille de géant et regarda le monde de haut. Ils firent leur premier pas ensemble. Un pas hésitant, chancelant, mais plein d'une détermination que même l'homme le plus fort de la foire n'avait pas. Ils n'étaient plus deux estropiés. Ils étaient devenus un seul bogatir. Ils comprirent aussitôt. Ils n'avaient plus rien à faire dans leur village natal. Leur nouvelle force acquise exigeait un grand but, et non de réparer des clôtures et de porter des sacs. Leur destin n'était pas de susciter l'étonnement, mais d'accomplir des exploits. Après avoir fait le tour de la foire et être revenu sur la route, le sans-jambes, qui était maintenant la voix de leur union, déclara : « Allons servir le tsar. J'ai entendu dire qu'il cherche des bogatirs pour sa droujina. Nous lui serons certainement utiles. » Pour toute réponse, le sans-bras fit un pas en avant, silencieux et assuré. La décision était prise. Ils ne retournèrent dans leur ispa vide que pour prendre ce qu'ils avaient de plus précieux. Le sans-jambes décrocha du mur son vieil arc de chasse en if qui n'avait pas servi depuis longtemps, et un carquois de flèches acérées. Le sans-bras trouva dans la grange la lourde hache de son père, dont la lame était encore tranchante. C'était tout leur héritage. Ils quittèrent le village à l'aube, quand tout le monde dormait encore. Ils partirent sans dire au revoir, pour ne voir dans les yeux des villageois ni pitié, ni étonnement. Leur vie passée était terminée, et une nouvelle commençait sur cette route menant à la ville capitale. Le chemin vers la capitale devint pour eux un temps d'apprentissage. Chaque jour, ils apprenaient à ne faire qu'un. Le sans-bras apprenait à marcher souplement, sans à-coups, pour que le sans-jambes puisse viser en mouvement. Il apprenait à comprendre le moindre mouvement du corps au-dessus. Une inclinaison à droite signifiait un virage. Une légère tape sur l'épaule, un arrêt. Le sans-jambes, à son tour, apprenait à faire des signes avec ses mains, dirigeant leurs mouvements communs, et à faire confiance aux jambes qui le portaient à travers les forêts et les champs. Ils devinrent un seul organisme, où les jambes savaient où aller, et les mains savaient quoi faire. Enfin, au loin,
apparurent les hauts terrets et les murs de pierre de la ville capitale. Ils entrèrent dans la ville, et leur émerveillement fut sans borne. La garde aux portes, en voyant l'étrange homme à 2 étages, éclata d'abord de rire. Mais leur rire s'éteignit vite quand ils croisèrent le regard calme, ferme et sérieux des nouveaux venus. Dans ce regard, il n'y avait ni peur, ni servilité, seulement la confiance en leur propre force. « Annoncez au tsar, gronda la voix du sans-bras, que des bogatirs sont arrivés dans sa ville et demandent à être pris à son service. » On les conduisit dans la salle du trône. Les voûtes des salles étaient peintes d'oiseaux étranges. De riches tapis étaient suspendus au mur, et l'air sentait la cire et l'encens. Sur un haut trône sculpté était assis le tsar, aux cheveux gris, avec des yeux fatigués, mais sages. Autour du trône se tenaient des boyards en cafetan de brocart. Tous les regardaient entrer avec une perplexité non dissimulée. Le sans-jambes, qui était la voix de leur union, s'inclina aussi bas que leur corps commun le permettait et dit d'une voix forte et claire « Nous sommes venus, tsar père, pour te servir avec foi et loyauté. Nous demandons à rejoindre ta droujina de Bogatyr pour mettre notre force au service de ton royaume. » Les boyards, remis de leur première surprise, commencèrent à chuchoter et à ricaner. « Des estropiés dans la droujina, a-t-on jamais vu ça? Que peuvent-ils faire amuser le tsar ?» Leur murmure, tel un sifflement de serpent, rampa dans la salle. Le tsar leva la main, appelant au silence, mais dans ses propres yeux passa également une lueur de doute. Il avait vu de nombreux guerriers au cours de sa vie, mais une telle merveille, c'était la première fois. Il les regarda longuement, évaluant à la fois les larges épaules de celui du bas, les yeux perçants de celui du haut, et leur allure générale, pleine d'une force inconnue. Finalement, le tsar prit une décision. « Un bogatyr ne se distingue pas par ses paroles, mais par ses actes, dit-il. Je vous donnerai une chance de prouver ce que vous valez. Allez dans ma forêt réservée. Le gibier y est innombrable, mais mes chasseurs en reviennent les mains vides, tant les bêtes des bois sont craintives et rapides. Si vous rapportez pour le souper une 12aine de canards et une paire de lièvres, alors nous verrons de quoi vous êtes capable. » La tâche semblait simple, mais tous dans la salle comprirent que c'était une épreuve. Personne ne croyait qu'ils y arriveraient. Ils s'inclinèrent de nouveau en silence, firent demi-tour et se dirigèrent vers la sortie. Dans leur dos volaient les regards moqueurs des courtisans et des rires étouffés. Mais ils n'y prêtaient aucune attention. Leurs lèvres étaient serrées, et dans leurs yeux brûlait une détermination d'acier. Ils n'étaient pas offensés, non. Ils étaient entièrement concentrés sur la tâche à venir. Les paroles avaient été dites. Le temps de l'action était venu. Et en action, ils étaient plus confiants que jamais. À peine les portes de la ville furent-elles derrière eux, qu'ils se dirigèrent vers la forêt réservée du tsar. Ici, à l'ombre des pans séculaires, ils se sentirent dans leur élément. Le sans-bras les guidait avec assurance sur des sentiers à peine visibles, ses jambes fortes marchant sans bruit sur la mousse, sentant chaque motte de terre, chaque racine sous ses pieds. Le sans-jambes, dominant les buissons, scrutait les alentours. Son œil perçant, habitué à la vie en forêt, remarquait le moindre mouvement. Une branche cassée, de l'herbe foulée, le vol d'un oiseau. Leur travail était si coordonné qu'il semblait que ce n'était pas un homme qui se déplaçait dans la forêt, mais l'esprit même de la chasse. Bientôt, ils arrivèrent à un lac forestier, bordé de roseaux épais. Sur l'eau claire, comme des pierres précieuses, flottait une volée de canards sauvages. Le sans-bras, sans faire le moindre bruit, s'immobilisa dans les fourrés denses, se transformant en un tronc d'arbre immobile. Pendant ce temps, le sans-jambes avait déjà levé son arc en if. La corde se tendit et un léger sifflement se fit entendre. La flèche, tel un éclair,
perça l'air et atteignit l'oiseau le plus proche. Mais ce n'était que le début. Le premier canard n'avait pas eu le temps de couler qu'une deuxième flèche volait déjà vers sa cible, suivie d'une troisième et d'une quatrième. Ce n'était pas une chasse, mais une moisson. Les flèches volaient l'une après l'autre, et les canards, un par un, restaient sur l'eau. Ayant ramassé leur butin, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt. Maintenant, leur cible était les lièvres. Le sans-bras se pencha vers le sol, étudiant les traces, puis les suivit avec assurance. Bientôt, il accéléra le pas, puis se mit à courir. Il filait à travers le taillis, sautant facilement par-dessus les arbres abattus et contournant les ravins. Pendant ce temps, le sans-jambes tenait une flèche prête. Soudain, un lièvre bondit de derrière un buisson et détala. La poursuite commença. Le lièvre zigzaguait, essayant de brouiller les pistes. But, le sans-bras ne le lâchait pas d'un pas, anticipant chacun de ses mouvements. Finalement, dans une petite clairière, alors que l'animal s'immobilisa un instant, le sans-jambes décocha sa flèche. La flèche atteignit le lièvre en pleine course. Au coucher du soleil, ils retournèrent au palais. Tout le butin, exactement une douzaine de canards et 2 gros lièvres, était soigneusement lié et jeté sur l'épaule du sans-jambes. Ils ne se mirent pas à crier et à se vanter, mais déposèrent silencieusement le tout au pied de la garde stupéfaite à la porte. Les gardes, qui le matin même s'étaient moqués d'eux, regardaient maintenant la pile de gibier, bouche bée. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. La nouvelle de leur incroyable succès se répandit instantanément dans tout le palais, jusqu'aux oreilles du tsar. Quelques jours de service tranquille passèrent. Nos héros montaient la garde en silence, s'habituant à la vie de palais. Mais un jour, le silence fut rompu par un tocsin d'alarme et un martèlement de sabots. Un messager essoufflé, couvert de poussière et d'écume, fit irruption par les portes du palais. Il s'effondra aux pieds du tsar et cria « Malheur, tsar père! Une armée ennemie est à la frontière, une force innombrable. Ils brûlent nos villes, ils piétinent notre terre. » Le palais fut en émoi. Les serviteurs se mirent à courir, les femmes à crier. Les boyards regardaient le tsar avec confusion. Le tsar réunit immédiatement un conseil de guerre. Dans la salle se rassemblèrent des voïvodes aux moustaches grises et de nobles boyards. Tous étaient désemparés et effrayés. Le messager rapporta que l'armée ennemie était aussi nombreuse que des sauterelles et armée jusqu'aux dents. Nos héros se tenaient à l'écart près du mur et écoutaient en silence. Quand un vieux voïvode, lissant sa barbe, commença à parler de retraite et de la nécessité de lever un tribut pour payer l'ennemi, le sans-bras s'avança. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Nous les arrêterons, dit-il simplement. » Sa voix résonna dans le silence confus, ferme et assuré. Les boyards, oubliant leur peur, se remirent à rire. « Toute notre Droujina ne peut les arrêter, et vous deux, vous y arriveriez ?» demanda l'un d'eux d'un ton sarcastique. Mais le tsar, se souvenant de leur chasse miraculeuse, les regardait d'un air sérieux et scrutateur. « Toute ma Droujina ne peut les arrêter, et vous deux, vous le pourriez ?» répéta-t-il, cette fois sans moquerie. « Nous le pourrons, » répondit le sans-bras avec la même fermeté. Désespéré, le tsar fit un geste de la main. « Allez, si vous les chassez, je vous couvrirai d'or. Sinon, vous y laisserez vos têtes. » Ils ne prirent ni armure lourde ni épée. Ils demandèrent seulement le plus grand carquois, rempli à ras-bord de flèches acérées, et le meilleur arc du tsar, tendu et souple. Et ils firent aussi sceller le cheval le plus rapide des écuries royales. Pendant que les serviteurs s'affairaient, ils se préparaient. Le sans-jambes vérifiait chaque flèche, testant sa pointe du doigt et inspectant l'empennage. Le sans-bras, lui, s'approcha du cheval, plongea son regard dans ses yeux intelligents et lui dit quelque chose tout bas. Le cheval, qui jusqu'alors frappait du sabot, se calma et se blottit contre lui avec confiance.
Ils étaient prêts. À l'aube, ils gravirent une haute colline d'où l'on voyait la vallée. Ce qu'ils virent aurait pu faire vaciller n'importe quel cœur. En bas, à perte de vue, s'étendait le camp ennemi. Des milliers de tentes, la fumée de centaines de feux, une forêt de lances qui brillait au soleil du matin. On aurait dit qu'un pays entier était venu sur leur terre. Mais sur les visages des bogatirs, il n'y avait ni peur ni doute. Ils contemplèrent calmement cette mer de guerriers. Ils n'avaient pas l'intention de descendre et d'engager un combat sans espoir. Ils avaient un autre plan, audacieux et simple. Le Sambra toucha les rênes et le cheval rapide, tel un oiseau, dévala la colline. Il ne galopa pas droit sur l'ennemi, mais le long de la ligne ennemie, en restant à une distance de sécurité, hors de portée des flèches. Pendant ce temps, le sans-jambe leva son arc, et cela commença. Il ne tirait pas sur les simples soldats, ses cibles étaient autres. La première flèche siffla dans l'air et transperça l'étendard dans les mains du porte-drapeau ennemi. Le drapeau tomba dans la boue. La deuxième flèche atteignit un chef de guerre au casque brillant qui tomba de son cheval. La troisième brisa le corps de signal dans les mains d'un sonneur. Il ne semait pas la mort, il semait le chaos et la panique. La confusion s'empara du camp ennemi. Les soldats regardaient avec horreur le cavalier géant solitaire qui parcourait le bord du champ comme une tornade. Il était invulnérable, et ses flèches volaient sans jamais manquer leur cible, frappant les objectifs les plus importants. Privé de commandement, d'étendard et de communication, l'armée flancha. Personne ne comprenait ce qui se passait, d'où sortait ce démon de la guerre. La peur, qui n'avait d'abord saisi que les premiers rangs, commença à se propager dans tout le camp comme un incendie. Quelqu'un cria « C'est de la sorcellerie !» Et cela suffit. La panique se transforma en déroute générale. Nos héros s'arrêtèrent sur la colline d'où ils avaient commencé leur chemin. Ils regardaient en silence l'immense et invincible armée battre en retraite dans le désordre, abandonnant armes, tentes et chariots. Les soldats s'écrasaient les uns les autres, essayant de quitter au plus vite cette maudite vallée. Le Bogatyr ne se lança pas à leur poursuite. Leur mission était accomplie. Ils avaient chassé l'ennemi sans livrer bataille et sans verser une seule goutte de leur sang. Ils retournèrent à la ville capitale. Un silence tendu et incrédule les accueillit. Les gens regardaient par les fenêtres. La garde sur les murs scrutait l'horizon, n'en croyant pas ses oreilles. Mais voilà que de la tour de guet retentit un cri enthousiaste. « Ils partent! L'ennemi s'enfuit !» Et au même instant, le silence explosa en cris de joie. Toute la ville se déversa dans les rues pour accueillir ses sauveurs. Le tsar lui-même sortit sur le haut perron pour les accueillir. Il regardait la silhouette solitaire du Bogatyr revenant du champ de bataille et n'en croyait pas ses yeux. Quand ils approchèrent, il descendit du perron, s'avança vers eux et posa la main sur la puissante épaule du sans-jambe. « Pardonnez-moi mes doutes, dit-il d'une voix forte pour que tous l'entendent. Vous n'êtes pas de simples Bogatyrs. Vous êtes un miracle et la protection de mon royaume. Je n'ai jamais vu une telle force et une telle sagesse. » Le jour même, le tsar organisa un festin tel que la ville capitale n'en avait jamais vu. Les tables ployaient sous les mets, le vin coulait à flots. Ces mêmes boyards qui, peu de temps auparavant, s'étaient moqués des estropiés, leur offraient maintenant à l'envi les places d'honneur à table, leur versaient le meilleur vin dans leurs coupes et portaient leur exploit aux nus. Mais le Bogatyr acceptait tous les honneurs avec calme et une grande dignité. Il connaissait sa propre valeur, et cette valeur ne dépendait ni des moqueries, ni des louanges. À partir de ce jour, leur vie changea. Le tsar les nomma principaux protecteurs et premiers conseillers, car il comprit que leur sagesse n'était pas inférieure à leur force. On leur construisit une maison spacieuse et claire à côté du palais du tsar. Plus personne ne les appela le sans-jambes et le sans-bras. Pour tout le peuple, ils devinrent l'unique et invincible Bogatyr, dont la gloire retentissait par tout le pays.
eux qui avaient été autrefois de moitié impuissantes, n'avaient pas seulement trouvé les bras et les jambes qui leur manquaient, ils avaient trouvé un grand but, l'honneur, le respect et le plus important, l'un l'autre. À l'oreille d'une haute bambouseraie, là où le sentier se perdait dans l'herbe épaisse, se trouvait une modeste cabane. Y vivait un jeune paysan du nom de Yosuke. Chaque jour, de l'aube au crépuscule, il travaillait d'arrache-pied dans sa petite rizière. Le travail était pénible et la récolte maigre. Mais Yosuke ne se plaignait jamais de son sort. Il avait bon cœur. Une fois son travail au champ terminé, il laissait toujours une petite poignée de riz sur la lisière pour les moineaux, et s'il voyait que les pluies avaient affaibli le petit pont sur le ruisseau, il le réparait sans faute, bien que tous les habitants du village l'empruntent. Mais quand le soleil se couchait derrière les montagnes et que Yosuke rentrait chez lui, sa bonté restait solitaire. La cabane l'accueillait d'un silence retentissant, seulement troublé par le doux crépitement du feu dans l'âtre. Il s'asseyait sur une natte, mangeait son simple dîner, un bol de riz et du poisson salé, et regardait longuement son ombre solitaire danser sur le mur de papier. Il ne se plaignait pas à voix haute, mais au plus profond de son âme vivait une douce mélancolie, une aspiration à la chaleur humaine, à une voix qui lui répondrait, à quelqu'un avec qui partager ce repas silencieux du soir. La fin de l'automne arriva. Les jours devinrent plus courts et les nuits plus froides. Yosuke récolta le dernier riz, le tria et le versa dans des sacs. Il renforça le toit de la cabane avec de la paille fraîche, colmata les fentes dans les murs, se préparant à un hiver long et rigoureux. Le vent, venant des montagnes lointaines, apportait déjà la première odeur piquante de la neige. Cette fraîcheur glaciale dans l'air créait un pressentiment angoissant des épreuves à venir, du long temps qu'il faudrait passer entre quatre murs, seul, avec le hurlement du blizzard et ses propres pensées. Un soir, juste avant la première chute de neige, alors que Yosuke s'apprêtait à fermer la porte, il entendit un petit miaulement plaintif sur le seuil. Il regarda dehors et vit un minuscule chaton transi de froid, recroquevillé sur lui-même. Sans réfléchir une seconde, Yosuke le prit délicatement dans ses mains et le rentra dans la maison. Il versa au chaton le reste de son lait dans une écuelle, partagea avec lui un morceau de poisson et lui aménagea une place chaude tout près de l'âtre. Ce petit geste, presque anodin, était l'essence même de Yosuke. Un homme au cœur grand et compatissant, prêt à tout moment à aider une créature faible et sans défense. Pendant la nuit, une véritable tempête de neige se déchaîna. La neige tombait en un mur épais et dense, et le vent hurlait si furieusement dans la bambouseraie qu'on aurait dit que des centaines d'esprits invisibles gémissaient. Yosuke était assis près du feu, y jetant des branches sèches, et écoutait le chant menaçant des éléments. Il s'inquiétait de savoir s'il aurait assez de bois et de nourriture, car un tel blizzard pouvait durer plus d'un jour, coupant sa cabane du reste du monde. Le chaton, roulé en boule, dormait sur ses genoux, et son ronronnement silencieux était le seul son apaisant dans ce chaos rugissant. Soudain, à travers le hurlement assourdissant du vent, Yosuke entendit un cri étrange et prolongé. Il ne ressemblait ni au cri d'un oiseau de nuit, ni au hurlement d'une bête affamée. D'abord, il pensa que c'était son imagination, que c'était le vent qui jouait. Mais le cri se répéta, et cette fois, on y entendait clairement de la douleur et du désespoir. Quelque chose de vivant était en détresse. La compassion dans le cœur de Yosuke fut plus forte que la peur de la tempête et du froid glacial. Il déposa délicatement le chaton endormi sur la natte, s'enveloppa plus étroitement dans son vieux manteau usé, prit une lanterne et s'avança à la rencontre de la tempête. Le vent le fit aussitôt tomber et lui projeta au visage une poignée de neige piquante. Se frayant un chemin à travers des congères qui lui arrivaient presque à la taille, Yosuke marchait obstinément en direction du sang. Le cri devenait de plus en plus fort et distinct.
Finalement, dans une petite clairière, à la lumière de sa lanterne, il vit la source de ce cri. Une immense grue d'une blancheur éblouissante était prise dans un cruel piège de chasseurs. L'oiseau se débattait désespérément dans son agonie, essayant de se libérer, et ses plumes d'un blanc immaculé étaient tachées de sang écarlate. Les dents de fer du piège s'étaient profondément enfoncées dans sa patte fine et élégante, et la chaîne était solidement gelée au sol. C'était le spectacle du désespoir et de l'impuissance d'une créature magnifique, prise au piège. Oubliant le froid, Yosuke s'agenouilla dans la neige. Ses doigts s'engourdirent instantanément, mais il s'acharna à desserrer les dents glacées du piège. La grue, voyant l'homme s'approcher, tenta de le piquer de peur, mais Yosuke ne recula pas. Il parla doucement à l'oiseau, le calmant. Et la grue, sentant ses bonnes intentions, se tut, ne frissonnant que de temps en temps à cause de la douleur. Finalement, le mécanisme rouillé du piège céda. Ayant libéré la patte blessée, Yosuke retira son manteau chaud, y enveloppa avec précaution l'oiseau affaibli, et serrant son précieux fardeau contre sa poitrine, il rebroussa chemin vers sa cabane. Dans la chaleur de sa modeste cabane, Yosuke nettoya soigneusement la blessure de la grue avec de l'eau tiède et la pansa avec une bande de tissu propre. Il donna à l'oiseau son coin le plus chaud près du feu et plaça à côté une écuelle d'eau et de riz. La grue ne toucha pas à la nourriture, mais regarda longuement son sauveur avec de grands yeux intelligents et infiniment reconnaissants. Au matin, la tempête s'était calmée. Yosuke sortit dans la cour et vit que la grue pouvait déjà se tenir sur sa patte blessée. Il ouvrit la porte de la cabane, et l'oiseau, après s'être incliné devant lui, sortit, battit de ses immenses ailes et s'envola. Yosuke la suivit longtemps du regard, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un petit point blanc et disparaisse dans le ciel glacial. Le soir suivant, alors que le blizzard reprenait de plus belle, on frappa doucement, presque imperceptiblement, à sa porte. Yosuke fut très surpris. Qui pouvait bien venir chez lui par un temps si affreux et à une heure si tardive? Il s'approcha de la porte et retira le verrou. Sur le seuil, entièrement couverte de neige, se tenait une belle inconnue vêtue d'un simple mais élégant kimono blanc. Les flocons de neige fondaient sur ses longs cils noirs et ses joues étaient rougies par le gel. Elle leva les yeux vers lui et d'une voix douce et mélodieuse demanda de l'aide. La jeune femme dit qu'elle s'appelait Tsuru, qu'elle se rendait au village voisin mais s'était perdue dans le blizzard et était complètement épuisée. Le bon cœur de Yosuke ne lui permit pas de laisser l'inconnue dans le froid. Bien sûr, il l'invita à entrer, l'installa près du feu et partagea avec elle son modeste dîner. Elle resta. Et avec son arrivée, sa cabane solitaire sembla revivre. Une propreté et un confort parfaits régnèrent dans la maison. La nourriture qu'elle préparait était simple, mais étonnamment savoureuse. Et sa voix douce et calme remplit la maison d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue. La solitude, qui avait été l'éternelle compagne de Yosuke, recula discrètement et se dissipa comme une brume matinale. L'hiver passa, le printemps arriva. Yosuke et Tsuru avaient vécu tout ce temps ensemble, et il comprit qu'il s'était attaché à elle de tout son cœur. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu à regarder les braises se consumer, il prit son courage à deux mains et lui dit qu'il ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. Il parla simplement et sincèrement, disant que sa maison n'était devenue un foyer qu'avec son arrivée, et lui demanda de devenir sa femme. Tsuru resta longtemps silencieuse, regardant le feu. Puis elle leva ses yeux clairs vers lui et, avec un sourire doux et lumineux, accepta. Après leur mariage, leur vie s'écoula paisiblement et heureusement, mais toujours dans une grande pauvreté. Yosuke travaillait au champ sans relâche, mais le riz suffisait à peine à les nourrir jusqu'à la prochaine récolte. Un soir, Tsuru dit à son mari « Je vois comme tu travailles dur, et je veux t'aider. »
Je sais tisser un tissu magnifique, comme personne n'en a jamais vu au monde. Si tu le vends en ville, nous pourrons vivre à l'aise et ne plus jamais avoir faim. Mais pour cela, j'ai besoin d'un bon métier à tisser et d'une pièce séparée où personne ne me dérangera. » Yosuke fut très heureux. L'idée qu'il pourrait sortir de la misère remplit son cœur d'espoir. Il se mit au travail avec joie et enthousiasme. Dès le lendemain matin, il se rendit dans la bambouseraie, choisit les tiges les plus solides et les plus droites, et trouva dans la forêt un bois lisse et robuste pour la base du métier. Des journées entières, de l'aube au crépuscule, il rabotait, sciait et ajustait les pièces. Bientôt, un métier à tisser habilement conçu fut prêt. Après cela, il aménagea dans leur petite cabane une pièce confortable en fabriquant une cloison coulissante légère en bambou et en papier de riz épais. Quand tout fut prêt, Tsuru s'approcha de lui. Son visage était sérieux et un peu triste. « Mon mari, je te suis si reconnaissante pour ton travail, » dit-elle doucement. « Mais avant de commencer, je dois te demander une chose. C'est très, très important. Quand je travaillerai, tu ne devras jamais, sous aucun prétexte, regarder dans cette pièce. Pas même d'un seul œil. Jure-moi que tu exauceras ma demande. » Yosuke fut surpris par une condition si étrange, mais il voyait à quel point c'était important pour elle. Il aimait sa femme sans limite et lui faisait confiance. Alors, sans hésiter, il fit le serment. « Je te le jure, ma chère Tsuru, » dit-il en posant la main sur son cœur. « Je ne troublerai jamais ta paix et ton secret. » Tsuru s'inclina avec reconnaissance, prit ses quelques affaires et disparut derrière la cloison de papier de son nouvel atelier. Bientôt, Yosuke entendit le métier à tisser se mettre en marche derrière la cloison. Mais ce son ne ressemblait pas du tout au claquement sec et habituel du bois. Il était doux, fluide et étonnamment mélodieux, comme un chant discret ou le bruissement du vent dans les ailes d'un grand oiseau. Ce son l'accompagna toute la journée. Il travaillait au champ, et la douce mélodie lui parvenait, l'apaisant et en même temps attisant sa curiosité. Il imaginait les doigts habiles de sa femme voler au-dessus des fils, créant quelque chose d'inouï, et son cœur se remplissait de fierté et de tendresse. Tsuru ne sortit pas de sa chambre pendant 3 jours et 3 nuits. Yosuke commença à s'inquiéter. Il lui préparait de la nourriture et de l'eau et laissait silencieusement le plateau près de la cloison. Quand il le reprenait quelques heures plus tard, il voyait qu'elle n'avait presque pas touché à la nourriture. Son inquiétude grandissait d'heure en heure. Il s'approchait de la cloison, écoutait, mais n'entendait que le même son doux et monotone du métier à tisser en action. Dans son âme, l'inquiétude pour sa bien-aimée et la promesse qu'il avait faite se livraient bataille. Mais le serment était plus fort, et il attendait patiemment. Au matin du 4e jour, le son du métier cessa. La cloison s'écarta lentement, et sur le seuil apparut Tsuru. Elle était très pâle et avait tellement maigri qu'elle semblait presque transparente. Mais ses yeux brillaient d'une joie tranquille, et dans ses mains, elle tenait un coupon de tissu étincelant. Yosuke eut le souffle coupé. Il n'avait jamais rien vu de tel de sa vie. Le tissu était léger comme une brume matinale et chaud comme le premier rayon de soleil. Il chatoyait de 1000 nuances, comme si y étaient tissés les fils de l'aube et du crépuscule. Le motif était si complexe et si beau qu'il était impossible d'en détacher les yeux. Le lendemain, Yosuke enveloppa soigneusement le tissu dans un mouchoir propre et l'emporta en ville. Il se rendit à la boutique du plus riche marchand et déroula son trésor devant lui. Le marchand, en voyant le tissu, resta un instant sans voix. Il le touchait, le tenait à la lumière, claquait la langue d'admiration. Sans marchander, il paya une somme énorme pour cela, une montagne de pièces d'or et d'argent, autant que Yosuke n'aurait pu en gagner en 10 ans de son travail de paysan. Heureux, Yosuke, sur le chemin du retour, acheta pour sa femme les meilleures friandises, un nouveau kimono
et de jolis peignes pour ses cheveux noirs. À partir de ce jour, leur vie changea. Ils ne connurent plus la faim ni le besoin. Yosuke répara leur vieille cabane, acheta de nouveaux ustensiles et de bons vêtements. Mais la plus grande richesse pour lui n'était pas l'or, mais le bonheur tranquille qui régnait dans leur maison. Tsuru, après s'être un peu reposé et avoir repris des forces, s'isola de nouveau dans son atelier, et quelques jours plus tard, un tissu merveilleux apparut de nouveau, encore plus beau que le précédent. Yosuke le vendit de nouveau et rapporta encore plus d'argent à la maison. La renommée du tissu miraculeux que tissait la femme d'un pauvre paysan se répandit rapidement dans toute la région. Le marchand de la ville, voulant se vanter, montra son achat à des gens de la noblesse, et bientôt la rumeur d'un artisan sans pareil parvint jusqu'au daimyo lui-même, le puissant prince qui gouvernait ces terres. Le daimyo était connu pour son amour du luxe et des objets rares, et en entendant parler du tissu, il voulut immédiatement en obtenir un semblable. Un jour, un riche attelage s'arrêta devant leur maison, et en sortit ce même marchand. Il s'inclina bas et dit qu'il venait avec une nouvelle importante. Le daimyo lui-même, notre grand seigneur, a entendu parler du talent de ta femme, chuchota-t-il à Yosuke. Il désire obtenir le même tissu pour la robe de mariée de sa fille unique, mais il doit être encore plus grand, encore plus riche et encore plus beau que le précédent. Si ta femme peut tisser un tel chef-d'œuvre, le Seigneur te promet une richesse et un honneur inouïs. Il fera de toi son fournisseur personnel. Yosuke, tout excité, transmit la demande du marchand à sa femme. Il vit son visage s'assombrir et une profonde tristesse apparaître dans ses yeux. « Ce sera très très difficile, » dit-elle doucement. « J'aurai besoin de beaucoup plus de temps. » Et elle ne termina pas sa phrase, baissant les yeux. Mais Yosuke, aveuglé par l'éclat de la richesse et de l'honneur promis, ne remarqua pas son anxiété. Il commença à la persuader, disant que c'était une chance qui ne se présentait qu'une fois dans une vie. Finalement, elle accepta avec un lourd soupir. Mais avant de se retirer dans son atelier, elle lui prit les mains, le regarda dans les yeux et lui demanda de jurer une fois de plus qu'il ne regarderait sous aucun prétexte. Tsuru disparut derrière la cloison de papier. Cette fois, son travail dura 7 longs jours et 7 longues nuits. Le son du métier à tisser, qui parvenait de la pièce, devenait de jour en jour plus faible et plus ténu, comme une mélodie qui s'éteint. Yosuke laissait les meilleurs mets à la porte, mais voyait que sa femme ne touchait presque pas à la nourriture. Il commença à s'inquiéter sérieusement. Parfois, la nuit, il lui semblait entendre un faible gémissement de l'autre côté de la cloison, et son cœur se serrait d'angoisse. Il voyait comme elle avait maigri et pâli, et une ombre d'inquiétude se posa sur son âme. Le marchand venait presque tous les jours. Il le pressait, disait que le daimyo était impatient, et menaçait de se mettre en colère si la commande n'était pas exécutée à temps. Dans la tête de Yosuke, tout se mélangeait. L'inquiétude pour sa femme, la peur de la colère du puissant prince et l'anticipation avide de la richesse promise. Un jour, le marchand le prit à part et lui siffla à l'oreille « Écoute, Yosuke, tu dois découvrir son secret. Comment fait-elle ? Si nous comprenons, nous pourrons lancer la production d'un tel tissu et nous deviendrons les hommes les plus riches de tout le pays. Le seigneur daimyo nous couvrira d'or. » Les paroles du marchand tombèrent comme une graine empoisonnée dans l'âme de Yosuke. Il était tourmenté. Il aimait sa femme de tout son cœur, mais la curiosité, attisée par la cupidité, le rongeait de l'intérieur. Quel grand secret gardait-elle ? Comment d'un simple fil naissait une beauté si céleste ? Il s'approchait de la cloison, collait son oreille au papier fin, mais à l'intérieur régnait un silence presque complet. Seul un faible bruissement, à peine perceptible, se faisait entendre de temps en temps. Son serment luttait contre la tentation, et d'heure en heure la tentation devenait plus forte. La 7e nuit,
Incapable de supporter plus longtemps cette incertitude angoissante, il prit la décision fatale. Je ne jetterai qu'un coup d'œil, un tout petit instant, se persuadait-il, juste pour m'assurer que tout va bien pour elle. Il se disait qu'il le faisait par inquiétude et par amour pour elle. D'une main tremblante d'émotion, en essayant de ne faire aucun bruit, il écarta prudemment, d'un tout petit peu, la cloison de papier. Il fit une fente minuscule, juste assez grande pour un œil, et regarda à l'intérieur. Au début, il ne pouvait rien distinguer dans la pénombre de la pièce, éclairée seulement par la faible lueur d'une unique bougie. Il ne voyait que la silhouette du métier à tisser et une forme indistincte derrière. Il força sa vue, essayant de distinguer sa femme, et ce qu'il vit le figea d'horreur et de stupéfaction. Ses yeux s'habituèrent peu à peu à la pénombre. Ce n'était pas sa femme qui était assise derrière le métier. Là, courbée de fatigue, se tenait une immense grue blanche. L'oiseau était maigre et incroyablement épuisé. Beaucoup de ses plumes étaient arrachées, et son plumage d'un blanc immaculé était à endroits taché de sang. Sous les yeux de Yosuke, la grue, lentement, comme avec un effort immense, inclina son long cou, arracha avec son bec la dernière plume brillante qui restait sur sa poitrine, et la tissa habilement dans les fils sur le métier. À cet instant précis, la grue tourna lentement la tête, et ses yeux rencontrèrent l'œil de Yosuke qui regardait à travers la fente du shoji. Dans ses grands yeux tristes, il n'y avait ni colère, ni reproche. Il n'y avait qu'une tristesse insondable, universelle, la douleur d'une confiance brisée et un adieu silencieux et amer. Yosuke recula de la porte, horrifié. Il avait tout compris. Il comprit qui était sa femme, comprit à quel prix ce tissu merveilleux était créé, et comprit quelle terrible trahison il venait de commettre. Le bruit dans la pièce cessa. Un silence assourdissant s'installa. Yosuke était assis par terre, le dos contre le mur, incapable de bouger ou d'émettre le moindre son. Il entendait son cœur battre à tout rompre. Dans ce silence de mort, il entendit la cloison de papier s'écarter lentement et sans bruit. Sur le seuil de la pièce se tenait Tsuru. Elle tenait dans ses mains la plus belle et la plus éclatante pièce de tissu qu'il ait jamais vue. Mais elle-même semblait presque transparente, comme tissée de lumière de lune, et paraissait sur le point de se dissoudre dans l'air. « Maintenant tu sais, » dit-elle doucement, sans reproche, et sa voix sonna comme le bruissement des feuilles d'automne. « Je suis cette même grue que tu as sauvée dans la tempête de neige. Je voulais te remercier pour ta bonté avec mon amour et mon don. Je ne t'ai demandé qu'une seule chose, ta confiance. Mais tu n'as pas pu tenir ta parole. » Sous ses yeux, sa silhouette fragile commença à changer. Son corps fut enveloppé d'une douce lueur nacrée. Elle s'étira, ses bras se transformèrent en immenses ailes, et voilà que devant lui ne se tenait plus sa femme bien-aimée, mais une grande grue blanche. Mais il ne restait presque plus de plumes sur ses ailes et sa poitrine, et à travers elles, on voyait sa peau fine. L'oiseau paraissait faible et épuisé. « Adieu, Yosuke », résonna la voix de Tsuru dans sa tête. « Puisque tu as vu ma véritable apparence, je ne peux plus rester dans le monde des humains. Je n'oublierai jamais ta bonté qui m'a un jour sauvé la vie. » La grue battit de ses ailes clairsemées et affaiblies, s'éleva dans les airs avec un effort visible et s'envola par la porte ouverte dans le ciel nocturne. Yosuke, en larmes, sortit en courant de la cabane. Il regarda longtemps l'oiseau blanc s'éloigner, jusqu'à ce qu'il ne devienne qu'une minuscule étoile et disparaisse pour toujours. Du ciel nocturne et froid, une seule, petite plume blanche plana lentement et se posa directement dans sa paume. Il resta seul dans sa maison riche, mais de nouveau vide et froide. Il était devenu riche, mais avait perdu son véritable trésor, et il ne lui restait plus dans la main que ce dernier rappel, impalpable, d'une confiance brisée
et d'un bonheur perdu.